Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Gabriela Cortese, la fondatrice de la marque Antique Batik. Je me souviens avoir découvert cette marque grâce à ma maman il y a de nombreuses années. Je l'avais un peu oubliée, mais il y a quelques mois, je suis retombée sur un article qui parlait de la démarche de cette marque historique. J'ai donc voulu en savoir plus. Dans cet épisode, Gabriela nous emmène en voyage, à travers l'Inde, Bali, le Pérou, à la rencontre d'artisans et d'artisanes. Gabriela aime prendre le temps de découvrir l'autre, une culture, un pays. J'ai été touchée par son humanité et son humilité. Antique Batik n'a pas été un long fleuve tranquille, une croissance trop rapide a conduit Gabriela à devoir placer sa marque en redressement judiciaire. Avec Gabriela, on a parlé de broderie, de famille et du Crazy Horse. Cet épisode est le dernier de 2020 et je n'ai jamais été autant impatiente de commencer une nouvelle année. Alors je vous souhaite une belle fin d'année 2020, je nous souhaite une merveilleuse année 2021 et puis surtout, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gabriela, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast et puis tu me reçois chez toi dans Paris, une très belle maison, donc je suis hyper contente d'être là. Alors pour cette première question, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu me racontes ton enfance, où est-ce que tu as grandi, quel genre d'éducation tu as reçu pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Je suis italienne, j'ai grandi à Turin. Qui est une ville, si on peut dire, la plus française des villes italiennes. Et j'ai eu une éducation plutôt classique, de petite fille qui faisait beaucoup de danse classique, qui a fait des études plutôt littéraires, voilà. D'accord, donc plutôt classique comme enfance, comme adolescence. Oui, ok. Oui. Et donc, tu le dis, tu es d'origine italienne, hongroise aussi, je crois. Comment cette double culture t'a-t-elle influencée ? Mais ça ne pouvait qu'être quelque chose de très très positif parce que ma grand-mère était hongroise, donc on était très ouvert au monde, à la culture de la Mitteleurope et c'était une vraie ouverture au monde que d'être italienne et hongroise. Ouais, bien sûr. Cette mixité qui te permet aussi de comprendre d'autres cultures, d'être plus ouverte. Et est-ce qu'on te parlait de mode quand tu étais plus jeune, enfant, adolescente, et puis comment on t'en parlait ? J'avais une maman qui aimait beaucoup la mode, donc j'ai toujours eu le regard, évidemment, de la petite fille vers le modèle qui était sa maman. Et puis Turin était une ville qui était très très riche d'artisans. Et il y avait une vraie culture mode, c'est-à-dire bien avant, chaque ville avait ses couturiers, ses chausseurs, les personnes il y avait des entreprises qui faisaient les gants, qui faisaient les chapeaux, qui façonnaient les chaussures à la main avec le pied en bois de chaque cliente. Il y avait les couturiers qui s'inspiraient évidemment de tout ce qui était la mode de ces années-là. C'est-à-dire que moi, je suis née en 65, donc j'ai vu ma maman dans les années 70, 68, 70, 75 s'habiller. Et donc, c'était toute la mode un peu soit la haute couture ou alors le prêt-à-porter de Saint-Laurent, inspiré par Saint-Laurent, voilà.
Ah ouais, donc beaucoup d'artisanat en fait. Tu as grandi un peu là-dedans. Oui. Et donc après, pour parler un peu aussi de ton parcours sur ce qui est arrivé après. Donc t'es arrivée en France, à Paris. Je crois que tu avais 18 ans. Tu es venue étudier en France. Tu as aussi été danseuse au Crazy Horse, je crois. J'ai lu ça dans une interview. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toutes ces années-là de ton arrivée en France, de ce qui s'est passé? Alors, l'arrivée en France, d'abord, j'adorais ce pays parce que c'était derrière les Alpes de l'Italie, puis parce que tous les auteurs que j'étudiais avaient fait ce voyage initiatique. Disons que de l'autre côté des Alpes, les Français venaient en Italie pour faire leur voyage pour devenir adultes, le voyage culturel initiatique, et puis les Italiens allaient à Paris, allaient en France. Et puis tout le les artistes du début du siècle, les écrivains du début du siècle venaient un peu se perdre à Paris. Donc en quelque sorte, je suis venue à Paris. Aujourd'hui, j'habite dans la Nouvelle Athènes. Il y a toute cette empreinte comme ça de culture française qui peut être celle qui m'a vraiment marquée, c'est celle du début de 1900. Et puis, comme j'ai dansé, je faisais de la danse classique depuis 14 ans, j'ai trouvé un travail et je suis devenue danseuse au Crazy Horse. Voilà. Ouais, non, c'est marrant. C'était marrant. C'était la petite anecdote que je trouvais intéressante à raconter. Et ensuite, donc, va démarrer un long voyage, je crois, parce que t'as visité pas mal de pays. Tu es partie au Tibet, sur la route de la soie, à Bali, en Inde. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tous ces voyages? Qu'est-ce qui t'a marqué? Et pourquoi tu as décidé de partir dans ces pays-là, précisément? Mais encore une fois, c'était toutes ces inspirations que j'avais eues de différentes lectures, c'est-à-dire Alexandra David-Nel qui était partie et c'était le voyage au Tibet, c'était Bruce Chatwin, c'était même Pasolini et l'Inde, voilà. Et cette envie comme ça de voyager pour se connaître soi. En fait, on va loin pour se connaître et puis on se rend compte que en fait, tout près, il y a on a toute la richesse dont on a besoin. Et le premier voyage à Bali, c'était la grande découverte d'artisans qui faisaient des batiks. Donc, je faisais des dessins. J'ai donné le dessin à développer avec ils faisaient des blocs à la main, des tampons en fait à la main, en cuivre. Coupé et sculpté à la main pour pouvoir imprimer sur le tissu avec une réserve de cire. Ensuite, l'Inde, évidemment, c'était la caverne d'Ali Baba, parce qu'après Bali, où il y avait très peu de matière, finalement, il y avait des matières qui étaient la rayonne, qui est la fibre de bouleau, le coton pour faire des crochets. Et j'ai commencé à faire des chapeaux en crochet comme ma mère me crochetait quand j'étais petite, ou des maillots en crochet, voilà. Et donc, il y avait des villages entiers qui se mettaient au crochet. Et donc là, j'ai découvert aussi le fait de travailler avec des artisans et de donner le temps au temps. Ce qui était très important pour moi, c'était toujours cette relation comme ça que j'avais dans les endroits où je voyageais, avec des gens où on se comprenait pas par la langue, mais on se comprenait par quelque chose qui était intime et qui était ancien, qui était l'artistique. Donc j'ai découvert des artisans fabuleux et à chaque fois je me disais mais ces choses-là, ce moment-là précis, il faudrait qu'il soit protégé par l'UNESCO. Parce que finalement, en voyageant comme ça dans les différents pays et découvrant tout l'art qu'il pouvait y avoir dans chaque pays, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui disparaissaient. Et même en Inde, au départ, on disait mais c'est fait à la main, donc ça n'a pas de valeur. Alors moi, j'arrêtais pas de leur dire non, c'est parce que c'est fait à la main qu'il y a de la valeur. Donc c'était vraiment une éducation que les gens n'avaient pas parce qu'ils avaient leurs mains pour pouvoir faire quelque chose et leur art. Et donc, ce qui était magnifique, c'était de voir que le goût, comment on met les couleurs, comment on s'habille en mélangeant les couleurs, c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai découvert des artisans et des artistes juste par quelque chose qui est plus intime que la langue, en fait.
Ouais, effectivement. C'est dingue, parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec toi quand tu racontes. On sent la passion derrière qu'il y a. Et est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que tu te rends compte que tu peux l'utiliser pour créer une marque? Parce que donc tu crées Antique Batik en 1992, et je me demandais un petit peu comment tu as eu l'idée de créer cette marque de mode, de transformer un peu tout ce que tu avais vu sur place et tes voyages en quelque chose d'un peu plus, une vraie marque, quoi. Oui. Tout au début, j'ai fait que des paréos. Et puis ensuite, ce sont devenus les maillots de bain et les chapeaux en crochet. Et puis très vite, des sandalettes et des petites pochettes, des sacs, etc. J'avais envie de... Tout au départ, je revenais avec mes paréos, je les vendais à des copines qui étaient dans des rédactions de mode, et puis très vite, elles me disaient mais il faudrait que tu fasses quelque chose, et puis très vite, je fais le salon du prêt-à-porter, c'est comme ça que tout a démarré. Donc c'était quelque chose de très naturel. J'avais pas fait d'études de mode, donc je me sentais pas encore de faire des vêtements, parce que je me disais le vêtement, il faut bien le couper, c'est un patronage, etc. Donc j'ai fait des vêtements beaucoup plus tard. Au départ, c'était beaucoup d'accessoires. Et ce qui me plaisait énormément, c'était ne pas me défendre moi, mais défendre ce savoir-faire. Et puis surtout, créer des choses qu'on a envie de ramener de voyage, mais que lorsqu'on les sort de la valise, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas le mettre à Paris. Alors c'était mettre au goût du jour, mettre au goût citadin, et puis évidemment avec une inspiration. Moi, j'étais à la fois italienne, avec ces inspirations hongroises qui étaient très fortes dans ma famille, qui étaient finalement le retour de la route de la soie, et c'était ça qui était très important, et faire des choses qui soient mettables à Paris, parce qu'on vivait à Paris. Et puis, ce qui était très important dans ma culture hongroise, c'est justement, je sentais que toutes ces choses-là, que toutes ces ethnies, finalement, plus je voyage, plus je vois et je pénètre dans ces ethnies différentes, et plus les choses, elles ont un commun dénominateur. En fait, ce qui est très beau, c'est qu'au Tibet, les coiffes des Tibétains sont les mêmes que des Indiens d'Amérique. Les broderies ottomanes qui ont fait la route de la soie, qui sont passées par la mythique Samarcande et qui reviennent en Hongrie, sont tout à fait indiennes. Et voilà, donc c'était tout ça qui me plaisait beaucoup. C'était plus comme une chercheuse dans l'histoire des ethnies et puis surtout, plus on creuse là-dedans et plus on se rend compte que les vieux artisans qui disparaissent ont un savoir-faire incroyable. Le tissage, les batiks en Inde, par exemple, on sculpte les tampons en bois qui sont en teck, qui est un bois très très dur. Et on peut faire sur le même tissu, avec les tampons en bois, jusqu'à 16 couleurs. C'est-à-dire que un tampon sera le contour de la fleur, un tampon sera le pistil, un autre tampon sera les fleurs, un autre tampon sera les feuilles. Et donc, tout ça, c'est quelque chose d'absolument magique. Et donc, j'ai appris, j'étais jeune quand j'ai commencé, donc je voulais aller vite. Et puis, j'ai appris à prendre du temps et à attendre et à passer des heures assise avec les artisans qui me montraient comment on imprimait quelque chose sans laisser la trace de l'impression du tampon d'avant, etc. Donc c'est une magie. Ah oui, c'est incroyable. Et tu avais quel âge du coup quand tu as créé la marque? J'avais 23 ans. Ah oui, ouais. Et donc à un moment, il y a eu le déclic aussi pour faire des vêtements. C'est ça? Oui. Et ça, tu l'as eu comment, ce déclic pour faire une marque de vêtements? Très vite, disons à peu près 3 ans après, je commençais à faire des blouses qui étaient un peu la kurta indienne, mais en soie transparente, avec des broderies. Et donc, le fait de découvrir l'Inde et de découvrir les brodeurs
m'a donné envie de faire des vêtements très vite. Okay. Voilà. Et là, tu t'es sentie plus légitime à faire des vêtements. Tu te disais plus ça va être compliqué et tout. Tu t'as passé ce cap-là à ce moment-là. Oui, j'ai passé ce cap. Et donc le slogan d'Antique Batik, c'est fait main depuis 1992. Donc on comprend avec tout ce que tu nous racontes l'empreinte de l'artisanat et à quel point c'est important. Et donc tu travailles, si je me trompe pas, avec l'Inde, avec Bali, le Pérou aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toutes les histoires de ces artisans, artisanes avec lesquels tu travailles, même si tu viens rapidement de le raconter? Et puis les techniques, donc le block print, tu en as parlé, la broderie, mais il y a plein d'autres choses, la teinture végétale, le tissage, le tricot. Oui. Ce qui est magique, c'est qu'en Inde, il y a vraiment, c'est par ville où on développe une technique particulière. Par exemple, à Lucknow, ils font des broderies sur ces kurtas dont je te parlais, qui est une broderie qui s'appelle Chicken Embroidery. Voilà, et donc toute la ville de Lucknow fait ce type de broderie. Ensuite, les teintures végétales, on va dans une petite ville qui s'appelle Bagru, et là, les teintures végétales, elles se comptent sur les doigts de la main. Elles sont faites à l'ancienne. Donc, il y a le bleu indigo, il y a un rouge, il y a un ocre, il y a un vert, et puis on sort pas de là. Enfin, on reste dans des couleurs comme ça. Donc, tout le reste est forcément industriel. Ensuite, à Jaipur, ce sont tous les block print. Pas loin de Jaipur, on fait les tie and dye, et les tie and dye qui peuvent être aussi fins, si on le veut, que par exemple les origamis japonais ou les tie and dye à la japonaise. Donc il y a beaucoup de similitudes entre le Japon et l'Inde, ou alors et c'est ça c'est le grand écart qui fait que dans l'artisanat tout se rejoint en fait. Ouais. Et au Pérou aussi, tu travailles, c'est ça, sur tout ce qui est plutôt maille, tricot, ce genre de choses, c'est ça? Maille, en alpaca, en coton pima. La maille est cardée à la main, évidemment, et ce sont des artisans qui vivent sur les altiplans, donc je ne sais pas si on dit en français altiplans, mais en hauteur sur les montagnes. Donc quand on arrive là-bas, on a un peu la tête qui tourne, on a le cerveau qui cogne dans la tête, et alors eux mâchent la feuille de coca pour le corps soit s'habitue en fait à cette attitude. Ouais. Et c'est magnifique. J'avais fait un voyage au Pérou pour faire des photos, parce qu'à chaque fois que je visite des pays comme ça, j'ai envie que ce soit photographié, illustré, et donc je pars souvent avec un photographe qui s'appelle Thierry Le Gouès faire des voyages comme ça. Et on a fait des photos, on a voyagé ensemble, on a fait des photos au Pérou, et puis il y avait des pluies torrentielles et puis les gens perdaient leur maison. Donc quand je suis arrivée à Paris, on a fait une vente aux enchères, et puis l'argent est parti pour reconstruire les maisons. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de plus que faire des vêtements, en fait, une vraie mission. Non, mais je comprends. Et puis, je vais lire un petit passage qu'on trouve sur ton site. Alors, j'ai adoré ton site internet de la marque, parce que on sent qu'il y a vraiment une âme derrière, et tu essaies de vraiment raconter les histoires de tes vêtements. Donc, je peux pas tout citer, mais j'en ai sélectionné un petit passage et on va comprendre avec ce que tu viens de dire. Donc, tu écris « Je suis trop attachée à la fabrication où nous sent la main artisanale. Et d'ailleurs, impossible de faire en Chine ce qui me plaît tellement en Inde, m'asseoir à côté des artisans, échanger avec eux des idées, discuter pour faire évoluer un motif ou un coloris. Je travaille avec certains d'entre eux depuis une décennie, voire davantage. Je trouve essentiel de nouer des relations durables avec mes fournisseurs. J'ai souvent été invités au mariage de leurs enfants. En 20 ans, c'est une vraie famille qui s'est créée. » Donc pour toi, ces artisans, c'est un peu comme ta deuxième famille? Ah oui, complètement. C'est même, je travaille avec les mêmes personnes, les mêmes ateliers depuis certains 30 ans, certains 20, et je trouve que ce qui est très beau, et ce qu'on ne trouve pas par exemple dans la fast fashion, si on parle de fast fashion, la relation à l'autre est très importante, parce que quand on fait des choses de manière artisanale, c'est une connaissance de l'autre.
Aujourd'hui, on se comprend même sans se parler. On se dit plus délavé, moins délavé, plus brodé, moins brodé. Enfin, c'est une entente que nous avons les uns des autres qui est magique. Donc, et qui est malheureusement vouée à disparaître parce que les enfants des enfants n'ont pas cette richesse-là que nous avons eue avec cette relation-là, vraiment d'être assis les uns en face des autres sans même pas parler la langue finalement. Ouais. Et tu crois quand même que cet artisanat pourra être préservé ? Enfin, tu parlais de l'UNESCO tout à l'heure, d'essayer de le protéger. Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que ça va se faire ? Est-ce que... Non, malheureusement, c'est pas un cours. C'est peut-être en trouvant des gens qui ont les mêmes envies que moi, peut-être de pouvoir préserver les choses. Moi, j'ai toujours eu cette façon de travailler de manière éthique depuis même Antique Batik et Marketing avant de le savoir. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis pas poussée moi-même, mais j'ai poussé les autres. La force que j'avais d'avancer dans ce monde-là, c'était aussi de défendre ces gens-là et surtout faire évoluer les choses de manière intéressante parce que c'est vrai que quand on arrive dans des endroits comme ça, surtout en Inde, on arrive dans un pays qui est encore ancré sur la façon de fonctionner qui est féodale, qui est ancestrale, donc, et qui comporte toutes les belles choses et toutes les mauvaises choses. Donc, j'ai fait évoluer les entreprises dans lesquelles je travaille, les ateliers dans lesquels je travaille depuis 20, 30 ans. Et j'ai fait évoluer les gens qui travaillent là-bas en les valorisant. Non pas en les valorisant par des contrats qui n'existent pas, mais en les valorisant par leur valeur de travail. Parce que le coloriste, il n'y a que lui qui sait faire des couleurs comme ça. Il a besoin d'être valorisé pour qu'il soit là et pour qu'il fasse le mieux de ce qu'il peut faire. La personne qui brode, il faut qu'elle soit valorisée. Et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Se sont faites de manière humaine. Ouais. Et donc, on comprend à quel point la fabrication à la main, la fabrication artisanale est importante pour toi. Et je me demandais, pour quelles raisons tu y attaches autant d'importance ? Parce que je trouve que c'est quelque chose de magique. Je trouve que le vêtement a besoin de raconter son histoire. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que donc en pratiquement 30 ans, est-ce que la marque a évolué ? Est-ce que aussi ton rapport à la mode a évolué ou comment il a évolué ? Oui, mon rapport à la mode a évolué parce qu'il se modernise, parce qu'il, à force de faire des choses de manière artisanale, je les améliore jour après jour, année après année. Donc les choses évoluent avec la mode, forcément. Mais j'aime avoir comme ça cette image du fil rouge qui est toujours le même fil conducteur et puis qui évolue. Et puis même, j'adore aussi me dire toujours que c'est la goutte qui tombe toujours au même endroit et qui finit par faire le trou dans la pierre. Voilà, ça, ce sont mes deux images, mes deux idées imagées comme ça qui sont très importantes. Mais évidemment, j'évolue avec le temps, avec les temps, parce que je suis imprégnée moi-même par tout ce qui m'entoure, qui est très citadin et j'ai cette chance de vivre dans une ville qui est très vive, qui est Paris. Bien sûr. Ouais. Et donc, dès le départ, tu le disais, la marque, elle s'est construite sur ces valeurs-là, humaines, de ce qu'on appelle aujourd'hui la slow fashion, la mode responsable, une mode lente qui prend du temps. Et est-ce que tu avais conscience, ou à partir de quel moment, plutôt, tu as eu conscience de rentrer dans ce qu'on appelle une mode éthique, une mode responsable ? Parce que tu le disais au début, en fait, Antique Batik est une marque éthique avant même de le savoir. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris conscience de ça ? Tu t'es dit, ah oui, en fait, je fais de la mode éthique. Mais presque au début, parce que je me rendais compte encore plus que dans ce monde de l'Occident, mais plutôt dans le monde oriental, quand j'étais obligée de défendre les artisans, et j'étais obligée de défendre le fait main contre le fait machine. Et donc, j'ai un peu une place aujourd'hui en Inde, par exemple, quand les Indiens entendent Antique Batik, ce sont
les Indiens et puis Fiu, mais tout le monde adore Antique Batik. Et puis ils adorent le fait que je défends leur savoir-faire. Et j'étais appréciée encore plus vite en Inde que finalement en Europe. En Europe, c'est venu beaucoup plus tard, quand la mode s'est mise sur ce modus operandi de se dire finalement la mode éthique, et puis on a mélangé toutes ces choses qui sont totalement différentes, qui sont le bio et l'éthique. Ce sont deux choses différentes. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on met dans le même chaudron toutes ces choses-là, et c'est beaucoup de n'importe quoi finalement. Donc moi, je n'ai jamais vraiment aimé me vanter de défendre ces choses-là. C'est comme quand on a fait les ventes aux enchères et qu'on aidait les villages, ou qu'on aide les villages en Inde pour mettre la pompe d'eau, etc. Moi, j'en fais pas de pub parce que je veux pas que ce soit quelque chose qui rapporte de manière monétisée quelque chose à Antique Batik. Ce sont des choses qu'on fait parce que ce sont des choses qu'on fait de manière éthique et de respect de l'autre, c'est tout simplement. Ouais. Voilà. Mais c'est complètement ancré dans tes valeurs et complètement naturel pour toi. Ça ne viendrait pas à l'idée de le mettre en avant. Et je suis assez d'accord quand tu dis on met un peu tout dans le même chaudron. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est ce côté, on va beaucoup parler d'environnement dans l'industrie textile, mais on va complètement laisser de côté l'aspect humain et les droits sociaux des personnes qui travaillent derrière les vêtements. Donc c'est hyper important de le rappeler. Et d'ailleurs, à quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile, de cette industrie qui marchait complètement sur la tête, entre la pollution, l'exploitation des gens. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où tu en as pris conscience ? Ah oui, très vite. Alors, les usines avec qui j'ai des relations humaines très fortes, et leur famille, c'est ma famille, et mon fils a été dans leur famille depuis tout petit, etc. À chaque fois, on discute de choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on est sur deux mondes totalement différents. En étant en Inde, en étant de ce côté-là, je voyais arriver, par exemple, des gens qui avaient fait du droit et qui arrivaient avec des contrats incroyables pour des grandes marques que nous ne citons pas, et disant vous allez signer tout ce contrat-là, et le respect et la façon de faire travailler les gens et les horaires et les choses pour que l'usine elle brûle pas, etc., etc. Donc les Indiens signaient tous ces contrats-là, et puis le monde derrière, c'était un autre monde. Et en fait, ces sociétés-là arrivaient pour quoi faire ? Arrivaient pour donner des commandes à ces usines-là. L'usine, elle signait des contrats draconiens en disant un jour de retard, c'est tant de pénalités, etc. Puis factuellement, l'usine avait 10 jours de retard parce que les choses sont faites à la main et que l'électricité elle saute parce qu'il fait trop chaud, et puis il faut attendre que l'électricité revienne, et puis les pluies torrentielles arrivent et donc les gens ne peuvent pas se déplacer à vélo parce qu'il y a les pluies qui arrivent jusqu'au bassin, et puis voilà, donc toutes ces choses-là qui font que l'Inde est un pays comme ça. Et donc la grande société occidentale qui annule la commande et qui dit à l'usine, ok, je te prends la marchandise, mais à 1 euro du bout. Et donc le type ruiné, parce que c'est une famille qui travaille, et donc la commande, et donc donne la marchandise parce que de toute façon il est ruiné, mais 1 euro du bout, il va quand même l'acheter. Et puis la grande société arrive en France et vend des blouses à 5 euros. Mais il faut se poser la question, pourquoi la blouse elle vaut 5 euros ? Parce qu'il faut acheter la matière, il faut fabriquer, il faut payer les ouvriers. Et donc voilà, c'est nous. En fait, c'est un peu l'histoire pérenne de l'occidental qui arrive en Orient et qui ruine l'oriental parce que voilà. Ouais, un peu ce système colonial, quoi. Voilà, c'est tout à fait le système colonial qui se reproduit. Ouais. Et au niveau de l'environnement aussi, tout ce qui est pollution et tout, est-ce que ça aussi c'est quelque chose dont tu as pris conscience très rapidement ? Oui, très rapidement. Très rapidement. Mais disons que déjà, lorsqu'on fait des choses de manière artisanale, on respecte l'humain. Donc, lorsqu'on travaille comme ça, en donnant le juste temps au temps, pour moi, déjà, la façon de faire les choses de manière éthique est déjà quelque chose qui agit aussi sur la pollution.
Bien sûr, vu que c'est artisanal à la main, l'impact environnemental est quand même moindre que quand on déverse des quantités de produits chimiques dans les rivières, par exemple, ou ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et je me demandais aussi, on sent que ton engagement, il est hyper fort, hyper présent, notamment envers l'humain. C'est impressionnant. Mais d'où il vient cet engagement? Comment il est né? Pourquoi tu as eu cette fibre-là? Enfin, est-ce que ça vient de ton éducation, ton enfance? Est-ce que ça vient de tes expériences? Mais déjà, oui, une éducation plutôt humaniste, mais ce qui est très important pour moi, c'est vraiment la relation à l'autre et comprendre l'autre et rentrer dans la vie de l'autre pour gagner sur l'ignorance. Pour moi, l'engagement, c'est d'être ouvert au monde et d'être ouvert vers l'autre. Et puis le fait de pouvoir communiquer avec l'autre, pour moi, c'est travailler avec l'autre. Construire quelque chose avec l'autre. Donc, à travers la construction, à travers l'artisanat, le travail qu'on fait ensemble, on se connaît. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de barrières, non seulement de la langue, de la religion et de plein de choses. Et lorsqu'on est fermé, on ne peut pas créer, pour moi. Voilà. Je pense que par la suite, j'aimerais vraiment que certaines façons de faire de l'artisanat soient vraiment défendues à un niveau plus culturel et Voilà. Au niveau supérieur, quoi. Voilà. C'est un peu ton prochain combat, prochaine bataille. Voilà. Et c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser plus tôt, mais qui me vient à l'esprit. Quand tu es parti en voyage, découvrir tous les pays, on le disait au tout début, comment tu es tombé sur tous les artisans que tu as rencontrés? Parce que c'est pas forcément évident quand on voit dans un pays d'aller chercher l'autre, quand on parle pas sa langue. Comment tu les as trouvés, tous ces artisans? C'est pas évident du tout, mais c'est un demandant. En allant, j'ai toujours, c'est drôle parce qu'au départ à Bali, je trouvais quelqu'un qui conduisait une moto et qui avait des batiks derrière. Donc j'avais ma petite moto et je suis allée plus vite pour l'arrêter. Mais évidemment, on parlait pas mal la même langue et voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert des ateliers qui faisaient du batik. Et puis je retrouvais par un petit chemin et c'était au palmier, il fallait tourner à droite. Donc c'était tout ça, c'était la liberté totale du voyage. Et en Inde, par exemple, j'ai découvert des artisans qui tissaient, alors en demandant aux gens, mais où est-ce qu'on tisse? Où est-ce qu'on tisse avec des vieux métiers en bois à la main? Mais par là, dans telle région. 4 heures de voyage dans des terrains comme ça. Et puis quelqu'un qui me dit, oui, je vais appeler quelqu'un qui fait des broderies. Il va t'attendre au croisement de telle route, des terrains au milieu des palmiers, etc. Et puis à un moment donné, j'étais en taxi, je passe en taxi et je vois un monsieur avec des couleurs sublimes, avec un parapluie parce qu'il pleuvait un peu. Et puis je tourne la tête comme ça et je vois cet homme au milieu d'une foule de gens dans un marché, habillé super, de manière, je sais pas, comme ça, je me suis dit, quelle beauté. Et puis on continue, et puis en fait, on s'était trompé de route, et puis on est revenu et c'était lui. Donc, c'est ça qui est... Et j'en ai plein d'histoires comme ça, que des choses magiques comme ça qui se sont passées et quelque chose qui m'a transportée comme ça, en fait. Et cet homme-là brodait, et il avait une finesse de broderie, et il brodait des portraits. Et il a brodé le portrait de Nehru, qui était le président indien, mais avec une finesse, avec l'œil, avec la luisance de l'œil. Enfin, et c'était... Voilà. Et donc, on rencontre des gens comme ça, qui sont magiques, en fait, qui ont un art qui pourrait être un Raphaël. Voilà. Mais il faut quand même avoir du courage pour faire ça quand on je sais pas, t'avais une vingtaine d'années, tu pars toute seule à l'aventure. Non, oui, faut quand même avoir un certain courage pour faire tout ça. J'ai eu des sublimes expériences comme des mauvaises expériences, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est dans la recherche. Et puis, j'ai toujours adoré, par exemple, le voyage, comme on faisait le voyage dans le temps, quand il y avait ces poètes qui arrivaient en Italie, qui voyageaient par le train avec toutes leurs malles comme ça, et qui arrivaient au fin fond de l'Italie, et puis qui s'asseyaient en petit troquet, et puis finalement, quelqu'un qui venait de s'asseoir à côté, qui était la personne qu'ils devaient rencontrer. En fait, c'est ça le voyage.
Et je déplore énormément cette période de réseaux sociaux où on s'assied à côté de quelqu'un au restaurant et on parle plus. Voilà, je trouve que c'est en parlant aux autres qu'on arrive à comprendre les choses et qu'on fait de belles rencontres. On se ferme de plus en plus. En fait, aujourd'hui, on est ouvert à un monde qui est illimité, avec ces petits ordinateurs comme ça qui sont les téléphones portables. Et puis, on est totalement fermé, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est vrai. Et du coup, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'une période qui a été un petit peu plus compliquée pour Antique Batik. C'était en 2016, puisque la marque est placée en redressement judiciaire. Et pourquoi, selon toi, il y a eu cette période un petit peu de difficulté ? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça ? Alors, qu'est-ce qui a provoqué ? J'ai mis la boîte en redressement. Alors, on a grandi très vite. Et on est un peu mort de plaisir, si on peut dire. C'était difficile lorsque moi, j'ai toujours été près des autres et avec des équipes très humaines. Et puis, on est rentré dans cette ère où il fallait faire à l'américaine, où l'humain n'avait plus trop d'importance, on devenait presque des robots. Et puis, j'ai perdu le contact. Et on a grandi très vite et puis j'ai mal structuré. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai fait trésor des erreurs que j'ai faites et je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. Et je n'écouterai pas aussi les gens qui venaient... Je me rappelle quand la boîte était très grande, j'avais un coach qui m'apprenait... j'avais même un type qui était coach, qui coach les grands patrons, c'est totalement absurde et aberrant, mais il coach les grands patrons à être... Et il me disait tout le temps, soyez cartésienne, soyez pas aussi émotive dans les décisions que vous prenez. Et donc, j'essayais d'être cartésienne, mais en fait, je suis pas cartésienne du tout. Donc, il y a eu plein de choses qui ont fait que mon mari est mort à ce moment-là, est décédé à ce moment-là. Donc, il a fallu naturellement rapetissir les choses et les rendre humaines pour que moi, je puisse continuer parce que je suis quelqu'un de créatif et la créativité ne se fait que lorsqu'on est... serein et on est entouré de gens aimantes et voilà et donc voilà je trouve que c'est une période intéressante, douloureuse, intéressante et qui donne aussi naissance à quelque chose de plus précis, c'est-à-dire que je sais exactement ce dont j'ai envie et ce dont je n'ai pas envie. Je connais les erreurs que je fais, que je ne referai plus. Et puis, je trouve qu'il y a une vertu qui est très importante, que lorsqu'on n'a rien, on devient très créatif. En fait, c'est avec le rien qu'on fait tout. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, donc, tu as tiré des leçons de ça. Et comment tu as réussi quand même à surmonter cette période qui est pas évidente, parce que c'est pas facile quand on construit sa marque, c'est sa marque, qu'on est obligé de la placer en redressement judiciaire, c'est quand même pas évident, j'imagine. Comment on arrive quand même à surmonter ça et à se dire non, je vais aller de l'avant, il y a pas de raison qu'on arrête, oui. J'ai envie de continuer. Il faut beaucoup de ténacité, beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai qu'on vit dans un pays où l'échec est quelque chose d'intolérable, alors que c'est très bien. Les échecs vous créent la ténacité de demain, la volonté de demain. Donc, voilà, c'était une période difficile, mais intéressante, je peux dire. Ouais. Et tu dis aussi, je crois que c'était dans une interview ou peut-être sur le site internet d'Antique Batik, tu dis, en période de crise, on se tourne vers l'éthique, on revient aux choses vraies, aux racines, on a envie de fait main, d'authenticité, d'humanité. La main et l'humain font la différence. Est-ce que tu penses qu'avec la crise qu'on vit actuellement, ça va profondément changer et modifier notre façon de voir les choses, notamment dans l'industrie textile et la mode ? C'est une grande question. Je trouve que, encore une fois, nous avons... des questions, nous nous posons des problèmes de bobos, là où le problème n'existe pas vraiment.
Lorsqu'on n'a pas de l'argent pour arriver au 15 du mois, on consomme industriel. Nous disons, ah oui, mais moi je veux consommer bio, j'achète les fruits qui viennent de là. En fait, ce sont des faux problèmes aujourd'hui. Et l'industrie du textile, ça n'est un aussi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller acheter une blouse à 20 euros plutôt que d'aller acheter une blouse qui est brodée à la main à 120 euros. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas acheter la blouse à 120 euros. Voilà, donc il faut beaucoup d'honnêteté, je pense, pour avancer dans ce monde de l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'honnêteté. Il y a la course au profit et l'argent, c'est le Dieu. Et voilà, il faudrait changer beaucoup de choses. On pourrait y arriver, tu penses, à changer ce genre de choses ou... On peut y arriver avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'honnêteté, oui. Ouais. Et quels sont tes projets aujourd'hui avec Antique Batik, professionnellement, personnellement aussi, où est-ce que tu as envie d'aller? J'ai envie d'aller sur une voie très paisible de quelque chose de... En fait, moi j'ai toujours dit, Antique Batik, c'est une pépite d'or qui demande qu'à être polie. Donc, j'ai envie que cette pépite d'or, elle brille de sa lumière. Forcément, je porte cette boîte depuis bientôt 30 ans, toujours avec la même idée. Je voudrais que ce soit un art de vivre, plus que quelque chose de mode, parce que ma vision, c'est quelque chose qui est un art de vivre. Voilà. Ouais. Et comment tes artisans en Inde, ce genre de choses, ont vécu cette crise-là qui est pas facile? En plus, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'entreprises, de grosses marques, de fast fashion notamment, qui ont annulé leurs commandes, des commandes qui avaient déjà été produites, notamment en Inde. Ça a été une catastrophe sociale. Comment eux l'ont vécu? Je sais pas si tu avais des contacts avec eux. Oui, tous les jours, tous les jours. Je les ai au téléphone tous les jours. Ce qui est terrible, c'est que la crise a bon dos. En fait, lorsque moi, j'ai pas annulé mes commandes, on fabrique, on continue à fabriquer, on s'organise au jour le jour. Les ouvriers sont partis dans les villages, ne reviennent pas dans les usines, mais on avance. Le travail avance et on livrera nos commandes. Et on est en train de livrer nos commandes à nos clients. Donc, d'annuler une commande parce qu'on a peur, mais c'est parce que tout simplement, on a peur de ne pas vendre la marchandise parce que la crise fait qu'on revoit ce curseur de vente et du business et on réduit la voilure. Mais en fait, ce sont des faux problèmes. Voilà, c'est que la crise a bon dos et que les gens qui sont malhonnêtes règnent là-dedans. Oui, bien sûr. Et alors, la dernière question, rituel de ce podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Alors, modèles, oui, j'en ai plein. J'aime beaucoup... moi, je suis très attachée aux gens de l'ancien temps, finalement, en tant que modèle. Voilà, je pourrais dire que ma grand-mère est un modèle pour moi parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire et puis au-delà de son côté humain et extraordinaire, elle arrivait à marcher sous les bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ma mère dans la main et chantant pour que ma mère elle ait pas peur. Voilà, donc elle n'a pas gardé les séquelles de quand on entend la sirène, la peur, ou elle n'a pas peur. Donc pour moi, c'est un modèle, voilà. Ouais. Ta grand-mère, c'est ton modèle. Oui. C'est un joli modèle, en tout cas, de ce que tu viens de nous dire. Et écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup à toi. Merci à Gabriella d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.